Cette citation de Rousse: je connais l'Amérique mieux que beaucoup d'Américains. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai été partout. Alors, comme Rousse, j'ai essayé d'aller partout, comme vous le voyez sur cette araignée. Plan un petit peu de mon attention que vous voyez de quoi nous allons parler. Je vais d'abord un peu en guise d'introduction, vous expliquer les motivations de mon déplacement. Ensuite, vous donner des éléments biographiques de Marcel Jousse entre Noël 1917 et septembre 1919. C'était un petit peu un des buts de mon voyage. Et ensuite, je vais essayer de vous présenter un peu une synthèse sur l'influence de cette période américaine sur la pensée de Jousse. Voilà. Donc, les motivations. C'est dans le cadre de ma thèse, parce que je suis depuis septembre l'année dernière doctorante contractuelle en théologie et management dans la chaire ICP-ESSEC. Et dans le travail sur Jousse en particulier, j'ai été confrontée à des problèmes de particulier. L'un, et vraiment, encore aujourd'hui, c'est l'absence de biographie intellectuelle de Marcel Jousse. Voilà, je veux dire, du coup, ça m'a donné l'impression que entre les archives, les thèses, les machins, les trucs, c'est un Himalaya. Et sur la période des États-Unis, il n'y avait aucune pièce de puzzle à part les quelques mots de Gabriel Baron. Du coup, moi, j'étais allée à Souvenir quand même l'année dernière, mais même ça, c'est pas assez. Et donc, c'est dans cette optique que je suis partie aux États-Unis pour en savoir un peu plus. Et l'autre chose, qui m'a encore plus motivée à partir, c'est que j'avais repéré des noms d'universitaires aux États-Unis qui travaillaient sur Jousse. Je me suis dit que ça ferait d'une pierre deux coups. D'une part, le côté archive, d'autre part, le côté universitaire. Et autre chose, dans les cours de Jousse, à un moment donné, il parle de la géographie et il dit qu'on ne peut pas connaître la géographie en ouvrant des livres de géographie. Et que lui, au moins, il peut, si on lui dit combien il y a d'habitants à Chicago, en fait, il se fiche quand il est à Chicago, il se fichait de savoir combien il y avait de personnes à Chicago, mais il pouvait nous dire qu'il connaissait Chicago parce qu'il y était allé. Donc, c'est un petit peu aussi dans cette optique que je suis allée aux États-Unis. Si je veux comprendre ce qui s'est passé là-bas, pour juste, il faut y aller pour vivre intérieurement le contraste culturel et de ça, peut-être des choses émergeront. Et je crois qu'effectivement, des choses émergent. Voilà. Au niveau des universitaires, donc j'ai pu aller d'abord à Chicago, où j'ai rencontré Hans Saucy, que certains connaissent, qui a écrit notamment un livre dans lequel il parle de Boulan et de Jousse. Voilà. Donc, ça va permettre aussi de comprendre la manière dont chacun de ces universitaires était entré en contact avec la pensée de Jousse. Et Hans aussi, en fait, c'est quand il était étudiant en France, il est venu faire une année, une année de lycée en Bretagne, et il logeait dans la famille de Gribulou. Et du coup, forcément, il a entendu parler de Jousse et de tout cet univers intellectuel parisien à cette époque. Et c'est comme ça qu'il s'est plongé dans ces documents et qu'il a fini 20 ans après par écrire un livre très, très intéressant, qui moi m'a beaucoup intéressé. Et je vous dirai pour une raison aussi tout à l'heure. Donc ça, j'ai fait un week-end à Chicago, un week-end à Trois-Rivières au Canada, où j'ai rencontré Guy Prince. Ah oui, et Hans aussi, il est en Europe cette année, il est en Autriche à Vienne. Donc je ne sais pas si ça intéresse certaines personnes, en tout cas, il n'aura jamais été si proche de nous que maintenant. Guy Prince, donc, qui est en train de faire sa thèse en histoire et qui travaille la pensée de Jousse en parallèle avec la pensée d'un historien et qui propose une méthodologie à partir de la pensée de Jousse. Il a énormément travaillé avec Yves Aubérin, notamment, pour essayer de mettre en place une biographie de Jousse pour y voir plus clair sur certains points. Mais malheureusement, il n'a pas eu accès aux archives. Donc, il continue à s'appuyer principalement sur les travaux de Gabriel. Et c'était une rencontre vraiment passionnante parce qu'on n'a pas commencé
commencé par travailler, on a commencé par aller visiter notamment le sanctuaire qui est à Trois-Rivières. Enfin, en gros, quand je suis repartie de chez Guillain, j'avais envie de revenir. Et donc, c'était une rencontre vraiment très sympathique. Et dernière visite à Bernard Kléber. Donc là, c'était à Rice University. C'était terrible parce que à Rice University, il faisait une chaleur, mais c'était pire qu'à Washington, parce que vous savez, là-bas, c'est une chaleur qu'on ne connaît pas ici, même quand on va en Méditerranée, il fait chaud, et sec, comme à Rome. Et là, il faisait chaud et humide. Et donc voilà, sous cette chaleur, nous avons travaillé. Et ce qui était terrible, c'est qu'on a travaillé avec une clim pas possible. Et du coup, j'avais froid. C'était passionnant quand même. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu les universitaires que j'avais pu rencontrer. Et de chacune de ces rencontres, j'ai pu garder des idées à creuser ou pour ma thèse ou pour l'après-thèse. Je ne sais pas exactement. Voilà. Il y a certaines choses, j'ai des idées, mais on verra. Donc, la biographie de Marcellus. Pourquoi je fais commencer en Noël 1917 et pas en avril 18 où il part aux États-Unis? Tout simplement parce que la période américaine commence à partir du moment où il arrive à Saumur. Je vous repositionne le contexte. Les États-Unis sont rentrés en guerre le 2 avril 1917. L'Amérique n'était pas préparée pour la guerre. Et du coup, ils ont eu un problème. Ils disent on vient vous aider pour gagner la guerre, mais nous n'avons pas cela. Donc, ils ont mis en place une formation des militaires express en ouvrant des camps un peu partout aux États-Unis et quelques-uns en France, dont à Saumur. Et Jousse a été sélectionné pour devenir instructeur dans une école américaine en France, à Saumur. Là, il a dormi dans la chambre du vicaire de la paroisse. C'est très intéressant pour deux raisons, ce petit détail. Parce que déjà, là-bas, il a pu connaître bien Charles de Foucault, parce que Charles de Foucault était élève à Saumur, donc il y a un lien personnel. Et d'autre part, dans la rue, en face du presbytère dans lequel il dormait, il y a un hébraïsant du XVIe siècle qui a habité. Donc, il y a une plaque là-bas. Et du coup, ça m'a permis de savoir qu'à la bibliothèque de Saumur, il y a énormément de manuscrits de langue ancienne. Donc, je pense que Jousse n'a pas perdu son temps. C'est juste un petit détail comme ça. Ceci dit, ça s'est très bien passé quand il était à Saumur. On voit dans les papiers que le 25 janvier 1918, il est promu dans la direction des cadres de l'école de Saumur. Et assez rapidement, donc, il est dirigé sur l'Amérique. Et donc, il part, il est en voyage du 29 mars au 10 avril, il est sur l'eau. Donc, je vous ai mis cette petite citation de Jousse. Il y a une vingtaine d'années, lorsque capitaine d'artillerie, j'avais été désigné par le ministère de la Guerre pour aller aux États-Unis créer des écoles d'artillerie, j'emmenais avec moi les 48 canons de 75 qui ont servi à la formation de ce qu'on appelait là-bas les senior officers, les officiers généraux, colonels, commandants. Pourquoi je vous ai mis cette citation? Parce qu'on dit, je vous dis, lorsque capitaine d'artillerie. Et alors tout le monde me dit, Jousse c'est parti, il était capitaine. En fait, pas du tout. Et ça, c'est pour ça que je vous ai mis que le 25 janvier 18, il a été promu, parce que ce voyage aux États-Unis se passe très très bien. Et c'est en fait à la fin de ces 6 mois qu'il va passer dans l'armée à former les officiers, vers octobre, il y a une lettre de son chef qui demande à ce qu'il soit promu capitaine. Et en avril 19, il est effectivement promu capitaine. Et du coup, quand il revient en France, c'est un peu comme, vous savez, les personnes qui partent à la retraite après une carrière dans l'armée, qui sont promus généraux, ils n'auront jamais exercé en tant que généraux, ils sont promus, c'est honorifique. Et en fait, on est fiers de partir à la retraite générale, même si on n'a jamais pu exercer. C'est un peu ce qui s'est passé pour Jousse. Voilà, ça c'est une des choses voilà, que j'ai pu comprendre là-bas, donc pour un peu relativiser la manière de lire les cours de Jousse, parce que lui, forcément, il en parle longtemps après, donc voilà, il est capitaine à cette époque-là. Donc lorsque le capitaine d'artillerie, 6 mois après, on n'est plus là, mais psychologiquement, il y a quelque chose à gagner. Donc, de mai à octobre 18, il est en mission dans différentes formations, différents camps de formation des artilleurs.
Donc, le camp Jackson en Caroline du Sud, ça, je pense que vous avez ça en tête. Généralement, on pense toujours au camp Jackson. Il est très certainement à l'offense style. La source, c'est un article de journal. Je vous avouerai que je ne sais pas s'il y allait, parce que selon les dates, lui, dès qu'il avait une permission ou qu'il était en repos, il dormait à Washington, euh, à Georgetown. Et en fait, j'ai l'impression que le temps d'aller de Washington au Fort Sill, revenir à Washington, puis redescendre au camp Jackson, entre les dates où c'est sûr qu'il était au camp Jackson, parce que là j'ai vraiment des lettres et des échanges entre le prieur de Washington et les commandants et l'armée au camp Jackson. C'est des informations qui sont sûres. Alors l'information là, il n'est pas tout à fait sûre. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il est au camp Logan, parce que là j'ai vraiment un télégramme, et au camp Taylor à Louisville. Aussi, même si là je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il y est allé. Voilà, parce que ça, c'est les 4 camps numériques. Et en fait, il y a eu une réforme en juillet 1918 qui a vraiment fixé le fait que les artilleurs étaient formés dans ces camps-ci et pas dans d'autres. Parce que quand le jour s'est arrivé, il y a de fortes chances que les artilleurs étaient formés dans d'autres endroits. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'avoir détranché, il fait l'expérience de ce que signifie la ségrégation aux États-Unis. Ça, je m'en suis rendu compte de façon très forte parce que là, pour le coup, je n'avais jamais vu de choses, la réaction de lui par rapport à la situation des Noirs américains quand c'était en Amérique. Et quand j'ai visité le musée d'histoire des Noirs américains, il y avait un wagon de train. Et on voyait donc des grands fauteuils pour les blancs et tout ça, et les grands toilettes, machin. Et puis ensuite, un wagon avec des sièges tout petits, des toilettes ridicules, enfin, impressionnant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un wagon de 1920, c'était un an avant, juste, enfin, c'est pas possible, vu le kilomètre qu'il a fait, euh, c'est pas possible qu'il n'en parle pas. Et de fait, j'ai interrogé les cours et il en parle plusieurs fois. Il dit qu'il est allé dans une église de Noirs prêcher. Déjà, il trouve ça absurde. Des églises pour les Noirs, des églises pour les Blancs. Qu'en plus, lui, Blanc, venir prêcher les Noirs, vous regardez comme ça, mais en gros, c'est absurde ce que vous êtes en train de faire. Quoi. Enfin, ils n'étaient vraiment pas habitués. Et juste, ça le choque énormément. Et il nous raconte aussi une histoire sur le, les Noirs qu'il rencontre en Caroline du Sud, précisément. Donc c'est vraiment cette période-là. Dans cette période-là, quand il arrive aux États-Unis, ça lui arrive dans la figure. Voilà, c'est, on va dire, les leçons qu'on peut retenir un petit peu de cette période. Ensuite, l'armistice, en 1919, il y a des épidémies de, de grippe dans les camps, tout ça. Mais bon, en gros, lui, il reste aux États-Unis parce qu'il faut attendre septembre 19 pour qu'il soit démobilisé. Donc, il reste aux États-Unis dans les missions diplomatiques. Il rentre à Georgetown, il donne énormément de conférences. Ça s'explique pour une raison assez simple. C'est que c'était un étranger qui était là, qui avait rien à faire de ses journées. Et les jésuites ont toujours plein de choses, d'aller prêcher chez les religieux d'à côté. Justement, ça tombe bien, il y avait plein qui parlaient français chez les dissidents. Du coup, il allait faire les sermons là-bas. Il y avait des jeunes élèves à Saint-Denis-de-Gonzague. Hop, on l'envoie là-bas. Enfin, il envoie un petit peu partout. Et puis, ça tombe bien, il y a une école de relations internationales qui commence à ouvrir, qui va faire un semestre préparatoire en ouverture officielle en octobre 19. On veut des professeurs de langue maternelle pour faire les cours. José là, il a une licence de l'université de Caen en lettres classiques. Hop, on l'envoie, ça lui prend. Et en même temps, on lui donne des cours de littérature française à New York dans un lycée de jeunes filles. Et je vous ai rajouté une date, je vais en rajouter plein d'autres, mais il donne une conférence à Boston. Ça fait voyager, donc c'est quand même intéressant de le noter. Il l'a vu à Harvard, en allant à Boston, où il y a un musée magnifique, un musée d'histoire naturelle. Pendant cette période, il passe beaucoup de temps dans les salons à Washington. Il est invité partout. En plus, quand il parle, il y a un fluide qui passe, il va comme ça. Il peut vraiment passionner les foules. Et donc, forcément, les petites dames de Washington sont ravies, ces Américaines, de l'inviter à leur table. Donc, c'est plein de personnes.
Et alors qu'il a, bon, ça vous connaissez tous sa passion, la passion qu'il le prend pour la langue des signes des Indiens d'Amérique. Ce qui le choque beaucoup, c'est qu'il n'est pas compris par les Américaines, en particulier avec qui il en parle, et qui disent, oh là là, qu'est-ce que vous allez faire encore chez les Indiens, tout ça. Et le fait que les Occidentaux ne comprennent pas les Indiens et une manière différente de penser, une manière différente de faire, lui, ça le choque. Et l'horreur des truchés, et la ségrégation, il y a cette situation, tout ça, ça le travaille un petit peu. Et c'est sans doute pour ça que lorsqu'il rencontre Zit Kalasa, alors Zit Kalasa, que je vous raconte ici, c'est une princesse indienne, à mon avis. Alors ça, c'est une interprétation, j'ai trouvé zéro source sur la rencontre entre Zit Kalasa et Jousse, j'ai que trouvé des convergences. Des convergences qui peuvent expliquer que en 5 minutes, une petite discussion de cocktail, voilà, on commence par tout ça, et puis on a une discussion qui, du côté de Jousse, l'a marqué à vie, ça c'est clair, mais il est possible que ce ne soit pas plus que cette rencontre. Et ça serait probable, si ça a eu lieu à Washington, que ça ait eu lieu au Washington Club, qui était un club de femmes où Jousse a donné des conférences, parce que ça j'ai les papiers, et je sais que Zit Kalasa, il allait régulièrement, elle avait ses entrées. Donc c'est quelque chose de possible, mais peut-être que c'était autre chose aussi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle, en gros, elle a eu la même vie que Jousse, mais en Amérique. Pourquoi? Parce qu'elle a été éduquée par sa mère dans un pension en Amérique, et ensuite elle a été emmenée par les Occidentaux dans une boarding school, un internat, où elle a appris la culture occidentale, les cris, elle a appris tout ça. Et ensuite, elle a fait du violon, elle a enseigné la culture occidentale dans une école à Carlson. Et ensuite, elle s'est un peu réveillée en se rendant compte qu'elle n'était pas tout à fait fidèle à sa formation première. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est retirée de l'enseignement et elle a traduit en langage occidental sa tradition maternelle. Donc, c'est comme ça qu'on a des livres avec les Old Legends, les légendes Sioux qu'elle a écrites. Et en fait, c'est vraiment étonnant parce que c'est Jousse au féminin en Amérique. Donc, je ne sais pas s'ils en ont parlé, mais en tout cas, ça explique que leurs âmes aient pu se rencontrer sur pas grand-chose. Donc, mais quand elle a exprimé le fait que les Blancs ne les comprenaient pas et qu'ils allaient mourir parce que les Blancs ne les comprenaient pas, et bien, oui, ça fait tilt. Et ils nous en parlent tout le temps. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire sur Zit. Excuse-moi, je n'ai pas compris qui était elle. Zit Kalasa, c'est une princesse indienne. Oui. Ça s'écrit comment? Ah oui, c'est pas sur le plan. Oui, alors en fait, Zit Kalasa, c'est ZIT-K-A-L-A-S-H-A. Ça, c'est une translittération, mais on peut l'écrire de plusieurs façons différentes. Voilà. Ça veut dire l'oiseau rouge. La question historique un petit peu assez intéressante que la recherche d'archives m'a permis de régler, en tout cas pour le moment. Et d'ailleurs, c'est une des questions que Hans aussi m'a posée. Alors, est-ce que tu en sais plus sur Marcel Jousse et le Forum Service? Parce que quand même. Alors, pourquoi la question se pose? C'est parce que entre Marcel Jousse, la première édition de la biographie de Gabriel Bardin et Mémoire vivante, il y a une différence. D'ailleurs, on retrouve souvent cet écart parce que quand Gabriel Bardin publie Mémoire vivante, elle dit que c'est une version augmentée. C'est augmenté vers la fin parce qu'elle retravaille les choses pour que la fin soit plus développée. Mais en fait, dans le texte, c'est une version réduite parce que souvent, Gabrielle choisit de retirer des lettres qu'elle avait publiées dans la première version qu'elle ne republie pas. Elle ne s'en explique pas, mais moi, ce que je pense, c'est que pour chacune des lettres, c'est parce qu'elle a reçu des commentaires des personnes qui sont liées à ces lettres, que par discrétion, elle se dit, oui, bon, je vais les retirer, les gens sont encore vivants, voilà. C'est une interprétation. Ceci dit, il y a une lettre qui est publiée dans Marcel Jousse, qui dit, alors c'est une lettre signée par Alice Cornan, une américaine. Je me souviens très bien que ce fut frère Jousse qui suggéra l'idée de fonder une chaire de diplomatie à Georgetown, en haut de la colline, comme on l'appelait.
il n'y avait pas d'enseignement aux USA pour la formation au service étranger. Et donc, elle se rappelle de cela et elle attribue à Jousse l'idée de fonder une chaire de diplomatie. Et il aurait soufflé cette idée à John Wash. Or, et c'est ses frères Jousse, parce que je était encore novice, jésuite à cette époque-là. Il était prêtre, et le frère, ça vient de son statut de novice. Et en fait, ça a fait du remous à Washington, parce qu'en fait, dans les archives, on voit qu'au moment de l'apparition de la biographie de Gabrielle, il y a alors je ne sais pas si c'est une cousine, en tout cas c'est une parente d'Alice, qui va aux archives et qui demande à avoir tout ce qui concerne sa culte, parce qu'il y a des bruits qui courent, comme quoi il était à l'origine de la fondation de cette école, et je trouve ça quand même un peu bizarre. Donc voilà, on voit qu'il y a eu des petits soucis. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est ça la question. Est-ce que Jousse est à l'origine de la fondation de cette école du Foreign Service? Les archives permettent d'assurer une chose, c'est qu'il a bien été professeur de français à l'école du Foreign Service. On a l'emploi du temps, on a les papiers qui attestent de cela, sur ce semestre préparatoire. Si vous voulez les références, toutes les notes de la page suivante, mais bon, à l'oral, c'est pas très intéressant. Et d'autre part, on peut assurer que le fondateur de cette école est le père Créden. Le père Créden est le recteur de Georgetown University à partir de mai 1918, exactement l'époque où Jousse arrive aux États-Unis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le directeur de la revue America, qui est la revue jésuite des États-Unis, qui existe encore et qui avait un très très grand réseau aux États-Unis. Lui avait cette intuition et il organise, parce que j'ai le papier où c'est raconté, il organise une rencontre où il y a le père Créden, où il y a différents intervenants et il parle de ce projet de fondation en mai 1918 en fait. Du coup, en juin 1918, il y a père Créden qui arrive tout jeune, arrivant à Georgetown, il a plein de projets, plein d'idées pour cette nouvelle mission, et il fait valider par le conseil d'université ce projet d'école diplomatique de relations internationales pour Georgetown. Seulement, à la rentrée universitaire d'après, on est en septembre 18, c'est encore la guerre, c'est pas le moment d'ouvrir une école. L'armistice arrive en novembre 18. C'est une aubaine pour le père Créden, qui tout de suite remet le dossier en chantier. Il le confie au père Wash, qui lui est arrivé à Georgetown le lendemain de l'arrivée de Jousse. Et il est de la même génération que nous. Du coup, ils ont sympathisé très facilement, ça c'est tout à fait compréhensible. Donc, ils ont été effectivement amis. On verra une lettre que Jousse écrit à Wash très prochainement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Wash on lui attribue la signature de certains dossiers qui ne sont pas signés en fait dans les archives, et il devient dès le semestre préparatoire directeur de cette école diplomatique. Et aujourd'hui, si on passe sur le site de Georgetown, l'école a maintenant le nom de John Wash. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où l'école a pris le nom de John Wash, parce que c'est une famille importante aux États-Unis avec une grande réseau diplomatique, et que lui, Wash, il a été directeur pendant 2 ans, donc au début de la fondation de l'école. Ensuite, il est parti en mission en Russie. Ensuite, il est revenu. Donc, il a vraiment une expérience internationale qui lui donne une assise, qui lui donne une légitimité par rapport à la fonction de directeur d'une école pareille à Washington. Et surtout pendant la guerre froide, pardon, pas la guerre froide, excusez-moi, mais l'école prend son nom au moment de la guerre froide et il est extrêmement ambitieux, donc il y a des choses qui se comprennent. Tout ça pour dire qu'au moment où l'école reçoit son nom, il y a quelqu'un qui écrit la lettre aux archives au directeur de Georgetown à l'époque, et qui dit « Je vous rappelle qu'on honore l'école du nom de John Wash, tant mieux, c'est le premier directeur, et de fait, John Wash était très doué pour la communication, mais rappelez-vous bien que celui qui est la cheville ouvrière, qui a voulu cette école et qui a tout fait pour qu'elle existe, c'est le père Créden. Certes, il était discret, mais c'est bien lui. » Voilà. Ça, c'est pour la question historique qui est résolue par les archives. Mais j'attendrai la fin de thèse avant de publier un article et que ce soit carré. Parce que voilà, là, je vous le partage parce que je reviens tout juste.
Dernière période, juillet-août 1919, Jousse fait le tour des États-Unis. Dans quel cadre? Dans le cadre d'un tour de récolte de fonds pour reconstruire des églises françaises déconstruites par la guerre, qui a été lancée par l'archevêque de New York. Ça a été lancé en mars 1919, donc Jousse a fait déjà quelques conférences à Washington sur le sujet, et il part, il fait tout un tour. Alors, est-ce que il part de Washington, donc l'étoile qui est ici, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il s'arrête au port du Mississippi? Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il s'y est arrêté plus tôt quand il était dans le pays. Mais bon, en tout cas, à un moment donné, il s'arrête là parce qu'il en parle. Il s'arrête au Grand Canyon le 10 juillet 1919 parce que la dédicace de son guide du Grand Canyon est signée le 10 juillet. Il est allé au Mont Wilson, au Yosemite Park. Il y est allé parce que dans le cours, on lit Yellowstone en Californie. Donc Yellowstone, c'est là. Mais bon, pour les stéréotypistes, Yellowstone ne signifie pas de différence. Il est allé à San Francisco. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une conférence à San Francisco, à cette époque, qui nous le dit. Mais il y a aussi des coupures de journaux qui l'affirment, comme quand il était à Los Angeles. Il est allé au lac Salé, il a été impressionné par le lever de soleil, au moins aussi impressionné que quand il était à Belle-Île, qu'il a vu un lever de soleil quand il était militaire, dans sa formation. À Yellowstone, où il a vu les geysers d'eau, et à Chicago, il n'a fait qu'y passer, me dit-il, et les chutes du Niagara qui l'ont impressionné, au moins tout un mois. Juillet 1919, donc au Mont Wilson, c'est le drame de sa vie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la relecture de ce moment. Il se retrouve face à des machines extraordinaires. Donc là, je vous ai mis c'est une photo que j'ai prise, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que c'est impressionnant parce que limite, ça ne rentrait pas sur la photo. C'est un télescope solaire. À l'époque, en plus, il y a plusieurs télescopes et aujourd'hui, on est un peu blasé par ce genre de choses parce qu'on a on a des webcams partout, on peut regarder ce qui se passe à n'importe quel endroit de la planète et même dans le ciel, parce qu'il y a des films écrans. Mais à l'époque, c'est quand même extraordinaire. Il se trouve qu'au Mont Wilson, il y a, à l'époque, plus longtemps, mais il y a tout un complexe de vacances, on va dire, avec des hôtels et tout ça. Et il a dû y rester, quand il dit qu'il y est resté quelques jours, c'est tout à fait probable parce qu'il y avait les infrastructures qui le permettaient. Et donc, il a pu rencontrer le savant qui a fait construire cet observatoire. Et il a pu discuter avec lui. Mais c'est comme avec Sikalasa, c'est une rencontre, parce que je me suis renseignée pour savoir s'il y a des traces de Jousse dans les archives. Il n'y a aucune trace de Jousse. Et en fait, c'est une rencontre qui a été plus importante pour Jousse qu'elle a été pour moi. Pourquoi l'astronomie est importante pour Jousse? Déjà, parce que dans ses cours, il nous dit que son premier souvenir, c'est la côte céleste. Donc, c'est important, c'est les racines de l'enfance. D'autre part, c'est lecture de Poincaré. Alors, ça me semble que dans les articles, souvent, ou même Gabriel, on parle de sciences des méthodes, on parle de ces livres-là, mais en les lisant, effectivement, c'est impressionnant de voir les parallèles qu'on peut faire entre les idées de Poincaré et la manière dont Jousse les a appliquées, notamment avec toute l'histoire de la pomme, méthode, la question des mots nouveaux, quand on découvre quelque chose et qu'on doit fixer un vocabulaire, ou que ce soit, chose qui m'a le plus frappé quand j'ai lu, l'origine des lois astronomiques, c'est les Chaldéens, c'est les Chaldéens, c'est une peuple de la Bible en fait, qui ont commencé à faire des lois astronomiques. En fait, c'est vraiment le même mindset, même si le mot n'est pas du tout de l'époque, on va dire, c'est plus ça pas mot, mais c'est le même mindset, le mindset de l'astronomie et le mindset du peuple de la Bible. Donc, c'est pas étonnant que Jousse s'y soit retrouvé. Voilà, donc tout ça, c'est son histoire, c'est son passé, ça l'habite, et du coup, naturellement, ça n'est pas dérange de continuer dans cette voie. Seulement, on a vu, là, depuis le début, qu'il a été impressionné par l'horreur des tranchées, et dans les lettres de guerre qui sont rapportées, vous savez, par les jésuites, parce qu'il y avait un bulletin de liaison de tous les jésuites pendant la guerre, et en fait, comme je vous écris très bien, il racontait tout ce qu'il voyait avec beaucoup de verve, souvent des extraits de ces lettres étaient choisis. Donc, c'est super parce que nous, comme ça, on sait ce que Jousse a vu
comment il l'a vu, comment il a vécu la guerre. C'est très intéressant. Et en 1916, il écrit un petit mot en disant que le père Alain Decoux lui a prêté le livre d'Olé Lafrune qui s'appelle Le prix de la vie. Et qui lit ce livre en face de toutes les tombes des soldats avec des croix, et que à la fois ça donne une consistance à ce qu'il est absolument dingue, bien unique. Et pour dire à quel point ça l'a habité, quoi, c'est concret, c'est pas juste ça, c'est bien passé, quoi. Donc sa découverte du cinéma voyage des Indes d'Amérique et son indignation devant la ségrégation. C'est un peu trois choses qui l'ont un peu frappé et qui vont faire qu'il va décider plutôt de s'orienter vers l'anthropologie. Mais il me semble, c'est une idée comme ça, c'est un peu une reconstruction a posteriori que tout s'est joué à ce moment-là. À ce moment-là, il se joue quelque chose en lui, c'est qu'il voit qu'il y a deux pistes différentes. Il ne peut pas en même temps devenir savant en astronomie et en même temps poursuivre la piste de l'anthropologie. Mais on va dire que ça se joue, il y a un conflit qui se joue parce qu'il prend conscience de ça. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne résout pas le conflit à ce moment-là. C'est que ça s'est fait petit à petit par les rencontres qu'il fait à Paris, parce qu'il rappelle souvent cette rencontre avec le père Fessard, avec qui il a passé 2 ans à Jersey, et qui lui dit ici, allez-y, faites votre œuvre, et tout ça. Donc, il a eu besoin d'encouragement pour prendre cette voie finalement. Septembre 1919, c'est la démobilisation. Il rentre en France. Alors je ne sais pas du tout, je ne connais pas les dates. Est-ce qu'il rentre fin août, est-ce qu'il rentre début octobre? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas réussi à avoir d'informations. Et il rentre au noviciat de Beaumont-sur-Oise. Il a quitté le noviciat qui était à Canterbury. Et bon, je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire de France, mais les jésuites n'étaient pas en odeur de sainteté en fermant la guerre. Et l'effort de guerre de l'ordre jésuite pour la France leur permet de réintégrer la France pour la maison de formation. Ils vont laisser Jersey le sujet de philosophie, parce qu'il y a une bibliothèque pas possible, tout ça. Ils rentreront que beaucoup plus tard. Mais pour le noviciat, symboliquement, c'était important qu'ils prennent possession un petit peu du territoire français. Et donc, le noviciat, je vous ai mis cette petite citation du d'hier de Beaumont-sur-Oise, qui nous dit à quel point Jousse était enthousiaste quand il est rentré. 1 mois plus tard, ça c'est une conclusion par rapport à ce qui précède, donc le 5 octobre 1919, le père Jousse revenait des États-Unis, où il avait fait partie de la mission française et où il avait occupé durant quelques mois la chaire de langue diplomatique française à la jeune mais étonnamment brillante Georgetown University. Le père Jousse avait beaucoup voyagé, passé de Los Angeles à Niagara, Chicago, New York. Partout, il avait su voir, comprendre le langage d'une nature splendide, et ses causeries en restaient bercées. Partout aussi, il avait rencontré des vôtres et les avait aimés, surtout d'anciens comme le révérend Will Clark, lui aussi professeur de Georgetown University, et resté grand ami du capitaine Marcel Jousse. Vous voyez, du capitaine Marcel Jousse. Et il est fier. Il rentre vraiment heureux des États-Unis et il partage cette joie à son entourage. Maintenant, dernière question. L'influence de cette période américaine sur la pensée de Marcel Jousse. À mon avis, cette période est déterminante. Elle est déterminante parce qu'il fait l'expérience d'un conflit et d'une nécessité de choix, de projet universitaire. Il y a là, ici, sur cette diapositive, un extrait d'une lettre qui a été envoyée par Jousse à Wash, donc cet ami qui a donné son nom à l'école du Foreign Service à Georgetown University. Et en 1925, après l'apparition du style oral, Jousse envoie quelques exemplaires du style oral à Wash et lui écrit une lettre. Et à la fin, il dit transmettez ma fidèle affection au révérend père Cudel, fondateur de l'école. Mes pages, celle du style oral, lui diront combien m'a été utile la belle bibliothèque de Georgetown pour comprendre les faits ethniques du Singing White.
C'est en anglais parce qu'il y a un U. Qu'est-ce qu'il a lu dans la bibliothèque de Georgetown? Qu'est-ce qu'il a lu? Sans doute plein de choses. Mais vous savez, je suis comme moi. Il est peut-être un peu fainéant aussi. Mais par contre, quand il voit des choses bien, il approfondit. Il a raison. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il a lu ça. Pourquoi c'est sûr? Parce qu'il en parle. Seulement ce livre-là, donc Simulate Among Nurse and Wikipedia, c'est une accent terrible, je me suis de Guy Marie. Ce livre-là, c'est sûr qu'il l'a lu et qu'il l'a médité. En tout cas, il repart avec en lui le contenu de ce livre. Et quand il revient en France, il a accès qu'à des traductions, notamment des extraits qui ont été traduits par Leroy dans son livre sur le langage, et qui cite effectivement dans la bibliographie du style oral. Et quand il parle de Mallery dans le style oral, c'est via le livre de Leroy. Il dit Mallery en parle, tac, 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 et il cite Leroy. Il ne cite pas directement ce livre, auquel il n'a pas accès en fait quand il est en France. Il faut attendre uniquement les années 30 pour qu'une traduction soit prévue en France. Il en parle de cette traduction. Il dit tant qu'il n'y avait pas cette traduction, heureusement, Gabrielle Dubout, qui parle très bien anglais, elle au moins a pu lire cette brillante étude. Il ne la cite pas, mais vu que c'est en anglais, et que ça parle des signes norvèges, je pense que c'est ça. Une fois, il parle de ces récits d'explorateurs qu'il a lus et qui lui ont beaucoup appris. C'est uniquement en partie des récits d'explorateurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que 1 an et demi avant l'apparition de ce livre, Malric écrit une lettre et demande, enfin c'est un appel à la contribution, on va dire, demande à toutes les personnes qui sont parties en Amérique et qui ont découvert plein de choses, lui envoie des rapports sur telle question à propos du langage des Indiens. Et donc, il rend compte des réponses à cette enquête dedans. Voilà. Et en fait, on peut faire un parallèle entre l'œuvre de Jousse, soit qu'on trouve dans les cours, soit dans l'anthropologie du geste, et déjà dans le style oral, et ce livre. Donc, parfois, Jousse parle des onomatopées, vous savez, il parle du fou ou des choses comme ça, c'est dans ce livre. Il parle des enfants, du jeu des enfants, c'est dans ce livre. Il parle du geste pantomime, tout ça, c'est dans ce livre. Il parle du langage des gestes des Napolitains. Et dans le geste et la parole, il dit je suis allé à Naples. Oui, il est allé à Naples parce qu'il est allé au congrès des américanistes où il a fait une conférence. Et ça tombe bien, quand on a regardé le programme de ce congrès des américanistes, il y avait une journée à Naples. Il a suivi tout le monde et il a pu vérifier que ce qu'il avait lu dans ce livre, ça correspondait bien. Et beaucoup plus intéressant, parce qu'on parle tout le temps il parle tout le temps de cette momie du Mans, et il fait le lien entre la momie du Mans et Champollion. Il dit bah voilà, forcément, j'ai fait le lien entre la momie du Mans, Champollion et le langage des signes. Il fait ce lien. Pour nous, ça nous paraît évident. Mais en fait, c'est pas lui qui l'a inventé. Parce que dedans, quand il nous parle du langage des signes des Napolitains, il fait le lien avec Champollion. Chose qui a été marquée par la momie du Mans, se dit mais oui, bien sûr, ça me parle, je suis d'accord avec ce que Malgré raconte. Donc, ce livre, il est capital. Il y a une personne qui avait noté l'importance de ce livre, c'est Hans aussi, dans son livre sur le politique. Et seulement, il l'avait noté, mais sans étudier la question. Mais comme avec Poincaré, on peut vraiment faire des parallèles très précis. Et quand je vous dis je n'ai rien inventé, bah oui, moi je suis d'accord. Dans le style oral et en gros, jusqu'à son année de 3e an, il n'a rien inventé. Je suis d'accord. Concrètement, quand il dit cette œuvre se faisait en moi, sans moi depuis 20 ans, de fait, quand il était assez, il sentait en lui qu'il y avait ce qu'il appellera plus tard la loi formulaire. Ces formules, il le sent dans le il le sent très fort. Et il applique ça à la Bible, à tel point que vous avez fait ça dans un témoignage qui est inédit, qui est uniquement aux archives de Vanves, nous raconte que Jousse, au noviciat à Canterbury avant la guerre, leur faisait des exposés sur le parallélisme dans les psaumes. Ça, il s'est inspiré d'un cardinal anglican un évêque anglican qui a écrit un livre là-dessus.
Et pour lui, ça fait sens. Donc, c'était déjà en lui, c'était pas harmonisé avec le communisme et tout ça, mais c'était déjà en partie présent. Ensuite, il y a la notion de rythme qui est très forte dans le style oral, avec son geste rythmique. Le commencement était le geste rythmique. Tout le rythme, ça vient de son attention à la mécanique céleste, à la mécanique des sphères. C'est lui qui le dit. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Le geste, bien sûr, qui est fondamental, c'est le vocabulaire qui unifie toutes les citations éparses des auteurs qui citent dans le style oral. Ça vient du sign language chez Magritte. Ça, c'est clair et net parce qu'il parle tout le temps. C'est gestual qui arrive tout le temps. Voilà. À mon avis, c'est vraiment au niveau scientifique, au niveau universitaire, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment cette source qui est fondamentale, avec laquelle je me souviens des États-Unis. En plus de la différence culturelle, en plus voilà, de ce qu'il a expérimenté sur l'injustice, de la manière de traiter les différentes races par les Blancs, finalement. Et lui, ça le révolte un petit peu. Ça le révolte beaucoup. Voilà. Bon, pour conclure, si ça vous intéresse de savoir plus précisément comment s'est passé mon voyage, j'ai fait un peu la step, qui prend la forme de ce livre-là, que vous pouvez aller consulter. Il y a des photos et à la copie de chaque step, c'est comme ça que ça s'appelle ça, de chaque endroit où j'ai été. J'ai mis des coupures de journaux parfois qui racontent ce que je vous ai fait à ce moment-là, et j'ai mis des commentaires biographiques de choses concernant les lieux visités, où parfois il n'y avait rien à dire de particulier, ou quand j'ai mis une 15e photo de Washington, bon, bah, forcément, dans le il n'y avait plus rien à dire. J'ai mis des petites leçons d'anglais, parce que juste parfois donne des explications sur des mots de l'anglais. Et donc voilà, c'est les deux aspects, comme je vous parle souvent de la psychologie de la traduction, l'applique après à la ville. Lui, il l'a vécu de façon très concrète dans sa mission, notamment d'enseignement auprès des militaires, aussi dans son quotidien finalement avec les Américains. Il devait parler anglais alors que c'est pas sa langue maternelle. Et il n'était pas si à l'aise que ça en anglais à l'oral, mais pas à l'écrit non plus, parce que dans les archives, une fois il écrit au directeur de la revue America, il aurait pu lui écrire en anglais, et bah non, il peut écrire en français. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, je suis preneuse d'arguments contradictoires.